Bonjour à tous, je suis encore une fois ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, d'autant plus qu'aujourd'hui on commence une nouvelle série, donc en parallèle de la rétrospective de 2021. Et pour une fois on va pas parler d'un film qui est sorti ces 12 derniers mois, mais d'un film sorti il y a 75 ans, en 1957, le quatrième film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire. Kubrick, dont je n'ai pas besoin de rappeler qu'il est considéré comme l'un des plus grands réalisateurs dans l'histoire du cinéma. Pour Paul Thomas Anderson, il n'y a pas un réalisateur aujourd'hui qui n'ait été influencé par Kubrick, ce qui est quelque chose avec lequel je suis évidemment d'accord, et je rajouterai Hitchcock. Je pense que c'est les deux réalisateurs qui ont eu la plus grande postérité, peut-être moins aujourd'hui pour Hitchcock d'ailleurs. Enfin bon, je referme cette parenthèse. Kubrick naît à New York en 1928, et il se passionne très rapidement pour la photographie, et on va voir que ça va être un élément central de son cinéma, peut-être même sa plus grande qualité de cinéaste. Il est engagé par le magazine Look en 1948 et commence à s'intéresser au cinéma au début des années 1950 en réalisant deux documentaires, Day of the Fight et Flying Padre. En 1953, il réalise son premier long métrage, Fear and Desire, dont il tentera par la suite de détruire toutes les copies. En 1955, Le Baiser du Tueur, un film presque précurseur de la nouvelle vague française, avec un travail sur la lumière remarquable. Et en 1956, L'Ultime Razzia, qui n'est pas un succès, mais qui va tout de même mettre un peu de lumière sur son travail. Orson Welles, par exemple, le cite dans une interview. Jean-Luc Godard écrit un article sur le film. Mais c'est en 1957 qu'il acquiert une véritable notoriété avec Les Sentiers de la Gloire, mais surtout avec la première des nombreuses polémiques autour de ces films. Les Sentiers de la Gloire, c'est l'histoire d'une brigade de l'armée française durant la Première Guerre mondiale, qui va devoir attaquer un point stratégique détenu par les Allemands, la Fourmilière, réputée imprenable. Mais l'offensive, presque perdue d'avance, est un échec. Et pour détourner cet échec, le général ordonne l'exécution des soldats ayant refusé de sortir des tranchées, ce qui va se conclure par l'exécution de 3 soldats français, jugés pour lâcheté devant l'ennemi. Une des premières choses qu'il est important de mentionner, c'est la question du genre, le genre dans la filmographie de Kubrick. Alors c'est quelque chose qui a été beaucoup observé, il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais on remarque que chaque film de Kubrick explore un genre différent. Pour Michel Simon, qui est un des rares spécialistes de Kubrick en France, puisque c'est l'un des rares, peut-être même le seul d'ailleurs, à l'avoir interviewé en France. Donc pour Michel Simon, l'objectif derrière ça, c'était de faire le meilleur film dans chacun de ces genres. Le meilleur film de science-fiction pour 2001 par exemple, le meilleur film d'horreur avec Shining, le meilleur film historique ou film en costume avec Barry Lyndon, la meilleure comédie avec Dr. Folamour, le meilleur film d'amour avec Lolita, le meilleur film sur le couple inspiré par le cinéma européen avec Eyes Wide Shut, et même Orange Mécanique qui est plus difficile à définir selon un genre, que personnellement je définirais comme un conte satirique. C'est quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le cinéma de Kubrick. Enfin bref, tout ça pour dire que le seul genre qu'il se permet de reproduire plusieurs fois, c'est celui du film de guerre, alors sous différentes formes évidemment, mais à 3 reprises, Kubrick va réaliser des films de guerre, avec son premier long métrage Fear and Desire, avec donc Les Sentiers de la Gloire, et avec son avant-dernier film Full Metal Jacket. Mais contrairement aux deux autres, on peut se demander si Les Sentiers de la Gloire est vraiment un film de guerre. Alors certes, il y a des scènes de guerre, pas qu'une d'ailleurs, mais jamais dans le film, et ça c'est une particularité qui le définit, jamais on voit un seul soldat ennemi à l'écran. Jamais on aperçoit un seul Allemand, sauf dans la dernière scène, l'une des plus célèbres d'ailleurs, dans laquelle une femme est encouragée par un groupe d'hommes, pas très fin on va dire, à chanter dans un bar. Et progressivement, on s'aperçoit que la femme que désiraient tous ces hommes chante en allemand, qu'elle est allemande donc. Alors le fait de ne montrer aucun soldat allemand, c'est évidemment un parti pris, pour montrer à quel point l'ennemi est invisible et inatteignable, mais aussi pour montrer à quel point la guerre ne se passe pas entre soldats d'un camp ennemi, 2 camps ennemis plutôt, mais d'un même camp, ou entre officiers d'un même camp, alors que la grande illusion de Jean Renoir montrait que les officiers de camps ennemis n'étaient en guerre qu'officiellement, qu'ils entretenaient en réalité de bonnes relations entre eux. Les Sentiers de la Gloire témoignent des guerres internes au sein d'un même camp. Dans les deux cas, on détruit un mythe, une idée toute faite sur la guerre. Kubrick revendique d'ailleurs dans des entretiens explicitement le caractère antimilitariste du film. D'ailleurs, je pense que c'est assez évident quand on voit le film. D'ailleurs, une chose que j'ai appris pendant mes recherches, c'est que le film tire son nom d'un tableau de Christopher Nevinson, un peintre et soldat anglais, qui s'intitule Path of Glory, le titre original du film, qui se traduit littéralement par Les Sentiers de la Gloire ou Sentiers de la Gloire.
et qui est ironique donc. Un tableau dans lequel on voit deux soldats vraisemblablement morts sur le champ de bataille, qui n'illumine pas par ses couleurs vives, mais plutôt par la dimension laide de la guerre. D'ailleurs, on retrouve des images assez similaires dans la bataille pour prendre la Fourmilière. Alors c'est la bataille que l'on retient du film, il y en a une autre la nuit qu'on retient moins, dans laquelle 3 soldats tentent une offensive, sans succès. Mais la séquence de la bataille 2 jours est une séquence clé du point de vue de la mise en scène, c'est pour ça qu'on s'en rappelle d'ailleurs. C'est la première fois, à ma connaissance, dans l'histoire du cinéma, que la caméra se place sur le No Man's Land. Un changement qui a son importance puisqu'elle accompagne véritablement les soldats vers leur mort. D'ailleurs, on peut observer que la caméra est légèrement devant les soldats, qu'elle les devance, et d'une certaine manière, elle recule pendant que les soldats avancent, ce qui crée une sorte de mouvement absurde parce qu'elle n'est ni face à eux, ni derrière eux, ni parfaitement parallèle à leur mouvement, ce qu'on aurait pu tout à fait imaginer. Et là on retrouve un des mouvements de caméra les plus kubrickiens, je sais pas si le terme existe, le travelling, qui le plus souvent est un mouvement avant ou arrière, et qui là est un mélange entre un travelling arrière et latéral. Un entre-deux donc, qui ne définit pas vraiment quelque chose, ce qui est assez rare chez Kubrick, parce qu'il a l'habitude de faire des choix plutôt tranchés. Mais on remarque que le début de la séquence est marqué par ces célèbres travelling avant et arrière sur Kirk Douglas, qui font la renommée du film et de Kubrick, et qu'on retrouvera plusieurs fois dans son cinéma. Je pense notamment à l'ouverture, célèbre ouverture d'Orange Mécanique, ou à des plans de fin sur le beau-fils du héros dans Barry Lyndon. Dans Shining, le plan séquence où on suit l'enfant, dont le nom ne me revient plus, dans le labyrinthe aussi, et en général dans Shining, Full Metal Jacket et Eyes Wide Shut, il y en a beaucoup. Mais pour le coup, dans Les Sentiers de la Gloire, il y a une dimension dans ces plans qui n'existera pas du tout dans les films suivants. Peut-être d'ailleurs que c'est parce que c'est de la pure fiction, alors que là on retrace un moment d'histoire, ce qui fait tout l'aspect documentarisant des images. Avant qu'on s'aperçoive que le travelling est vraisemblablement la vision du colonel Dax, on a un travelling sur des soldats dans des tranchées qui s'écartent en voyant arriver la caméra. Ça aussi c'est une donnée importante, le fait de faire exister la caméra même s'il ne regarde pas l'objectif. Et donc avant de savoir que c'est la vision de Kirk Douglas, on a ces images qu'on ne sait pas vraiment comment interpréter et qui ont cette vertu presque documentarisante. Comme les plans sur le champ de bataille, il y a également cet aspect qui est très présent. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dès les débuts de Kubrick au cinéma. On l'a vu, il a réalisé quelques documentaires. Alors c'est clairement un réalisateur qui préfère la forme de fiction, ou du moins qui préfère réaliser sous forme de fiction. Mais le documentaire n'est jamais très loin sur ses premiers films, particulièrement Le Baiser du tueur, que j'ai découvert pour cette vidéo. C'était le dernier Kubrick que je n'avais pas vu. Et dedans, il y a une scène, particulièrement la scène de boxe, qui a un aspect très documentaire pour le coup. Je vous y renvoie si vous voulez la découvrir. Et je pense que si Kubrick préfère réaliser des fictions, c'est sans doute pour le travail sur la photographie, la lumière, qui est une de ses spécialités, qui est sans doute même sa spécialité. Et c'est quelque chose qui s'adresse par définition davantage à la fiction, par le côté artificiel de la lumière dans le travail de mise en scène. Alors dans Le Baiser du tueur par exemple, il y a quelques scènes dans lesquelles il montre sa capacité à jouer avec les ombres et les touches de lumière. Dans Les Sentiers de la Gloire, on voit ça lors du procès. On a des projections de lumière qui créent des carreaux sur les murs et sur les visages des personnages, ce qui sous-entend le destin des condamnés. Le choix de la couleur est également important pour le sens véhiculé par le film. Le noir et blanc, ou plutôt le camailleux gris, nous fait perdre tous nos repères visuels et nous plonge dans un univers terne, qui est illustré parfaitement par le drapeau français lors de la séquence de procès, qui a donc perdu ses couleurs et qui n'a donc plus d'intérêt visuel. Ça pourrait être aussi bien le drapeau italien. La musique est aussi très importante quand on connaît le passé de batteur de jazz de Kubrick. On retrouve uniquement des percussions, ce qui crée de la tension et ne provoque aucun sentiment, qui est d'habitude invoqué par la mélodie. Alors le film s'insère dans un contexte français qui mérite d'être souligné. La guerre d'Algérie, une guerre de décolonisation, qui voit l'armée française commettre des actes de torture et de viol. Et donc le film orchestre une critique de l'armée, de la guerre et plus particulièrement des officiers français durant la Première Guerre mondiale. On n'est donc pas très loin du conflit diplomatique puisque des associations d'anciens combattants vont perturber des séances en Belgique et faire pression pour censurer le film. Alors la particularité ici, c'est que Les Sentiers de la Gloire n'a jamais été censuré en France, contrairement à ce qu'on peut penser. En fait, il n'a jamais été distribué par la United Artists, qui est la société de production du film, en raison justement des pressions de la part d'associations d'anciens combattants, et donc pas censuré à proprement parler par un comité de censure, mais plutôt par une morale publique, qui va également tenter de faire pression sur les autres pays européens pour ne pas sortir le film en Europe.
Et donc ça va déclencher une suite d'événements qui vont amener Kubrick à se défendre de son film dans un journal français, l'Express, dans lequel il va se défendre de toute critique à l'égard de la France en particulier. Et il va aussi déclarer qu'il ne comprend pas la suppression totale d'un film pour des raisons politiques. Alors ce qu'on peut se demander, c'est si Kubrick est réellement surpris par la suppression de son film, ou s'il savait par avance que cela arriverait et qu'il utilisait la censure en Europe pour promouvoir son film aux États-Unis. Alors je dois dire que c'est assez dur de juger ça. Ce que je sais de Kubrick, en connaissant ses films suivants, Spartacus, Lolita et Orange Mécanique notamment, et les polémiques qui vont engendrer, c'est le caractère outrancier de la mise en scène et des sujets qu'il aborde, la sexualité, la violence et la contestation politique, qui cependant n'est jamais explicite, contrairement aux deux éléments précédents. Il n'y a jamais vraiment de contestation politique évidente ou explicite dans un film de Kubrick. Alors on pourrait aussi bien penser que Kubrick, à ses 29 ans, en réalisant pour la première fois un film qui aura un grand retentissement, n'a pas vraiment conscience du sens qu'apporte le film, ou du moins du retentissement qu'il va avoir. Mais je pense que c'est sous-estimer les qualités d'un réalisateur dont on ne cessera de vanter les capacités à anticiper absolument tout sur un film. Une chose qu'on peut rajouter, dont je n'ai pas encore parlé, c'est qu'on aborde le film ici avec l'idée que le film c'est Kubrick, ce qui est une idée fausse, clairement, mais c'est évidemment le but de la vidéo et de la rétrospective en général, d'étudier les films de Kubrick par le prisme de son réalisateur. Mais il faut le rappeler, Kubrick n'est pas l'auteur unique du film, c'est un film qu'il n'a pas écrit seul, qu'il tire d'ailleurs d'un roman, sorti en 1935. Il n'est pas non plus l'unique producteur, même s'il est déjà coproducteur, réalisateur et co-scénariste du film, ce qui est assez rare pour l'époque, parce que même Hitchcock n'a pas eu toujours ce statut-là pour ses films, mais il n'est donc pas l'unique producteur. Et d'ailleurs, parmi les producteurs, on retrouve Kirk Douglas, qu'on retrouvera également sur Spartacus. Et quand on voit ça, on ne peut qu'imaginer l'impact considérable qu'il a eu sur le film, puisqu'il était déjà reconnu en tant qu'acteur populaire, alors que Kubrick était plus ou moins inconnu en tant que réalisateur. Quoi qu'il en soit, la polémique autour du film accorde à Kubrick une reconnaissance en tant que réalisateur. Il me semble qu'après avoir vu le film, Truffaut l'appelle, et à l'époque il était très reconnu en tant que critique en France, pour lui poser des questions sur les travelling dans les tranchées. C'est avec ce film que va naître une polémique, la première de sa jeune carrière de cinéaste, mais pas la dernière, comme on l'a dit. Et ce sont ces polémiques qui vont participer à l'image qu'il aura, et qu'il conserve toujours aujourd'hui d'ailleurs, celui d'un réalisateur dont le perfectionnisme peut tourner à la folie, celui d'un ermite colérique et mégalomane, ce qui a été largement contredit par un grand nombre de personnes d'ailleurs. Mais une chose est sûre, c'est avec Les Sentiers de la Gloire que Kubrick est devenu Kubrick. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis ravi de pouvoir parler de Kubrick, qui est un des réalisateurs qui me passionne le plus. Alors je dois dire que c'est pas mon film préféré dans la filmographie de Kubrick, mais j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me le faire savoir en commentaire, ou en vous abonnant, ou en mettant un pouce bleu à cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite.